Ivan Mirochnikov. J'espère à la fin de ces débats pouvoir prononcer votre nom correctement. Vous direz Yvan. Bon, vous travaillez beaucoup sur les sujets liés à l'univers de la finance et je trouve fascinant ces sujets parce que nous avons tous un peu l'impression que nos sociétés sont extrêmement liées à l'avenir des finances un peu partout dans le monde dernièrement. Comment évaluez-vous l'adoption de l'intelligence artificielle par les services financiers français notamment par rapport à nos homologues internationaux et quelles sont, à votre avis, les principales barrières d'entrée pour une adoption plus large des standards français et européens partout dans le monde? Merci André pour cette question et merci à mes collègues qui ont ouvert le débat avec beaucoup en fait, d'illustrations de la difficulté auxquelles sont confrontés à la fois le secteur privé et plus spécifiquement la banque, l'assurance et les services financiers pour l'adoption de l'IA. En fait, il y a 2 points de départ que j'aimerais vous partager. Je suis un peu un Obélix de l'IA, puisque quand j'ai démarré mes études sur les bancs d'université, l'IA était à ses prémices et on parlait déjà, il y a plus de 40 ans, de l'intelligence artificielle, des systèmes experts. On parlait de métiers comme les cogniticiens qui ont depuis un peu disparu. Et en fait, vous voyez, un peu comme le disait Philippe Routet tout à l'heure, il faut parfois plus de 40 ans pour qu'une innovation se mette en place et voit ses effets. Et je pense que ça soit dans le monde de la finance ou comme dans les autres secteurs d'activité, on a connu aussi cette même transformation. Alors aujourd'hui, on voit effectivement une accélération et on rappelait tout à l'heure avec les propos du président de la République le besoin d'accélérer, mais cette accélération montre qu'il y a parfois sur l'innovation un temps long et un temps court. Le temps court, c'est ce qu'on est en train de vivre, et je pense, pour avoir à la fois un rôle d'universitaire, mais aussi de praticien au quotidien dans les technologies de l'information, qu'aujourd'hui, on a effectivement une accélération, alors qui est manifeste avec l'arrivée de ChatGPT, qui a été peut-être un phénomène important, mais qui aussi montre la difficulté à adopter des bons modèles. Tout à l'heure, Frédéric Marty évoquait 2 types d'interlocuteurs, ceux qui interviennent plutôt sur les infrastructures et puis ceux qui sont plutôt dans le détail, dans l'opérationnel. Et moi, je vais traduire plutôt l'opérationnel, ce qu'on a au quotidien, le fine-tuning, par opposition au monde de l'infrastructure. Dans l'infrastructure, c'est le modèle Amazon, hein. Je vous rappelle que Amazon a commencé par le e-commerce pour vendre en fait 20 ans plus tard le cloud. Et aujourd'hui, 40% des revenus d'Amazon sont tirés par Amazon Web Services. Donc on voit un modèle très différent pour ce genre de société par rapport aux sociétés qui ensuite utilisent et appliquent ces technologies. Alors, dans le monde de la banque et de l'assurance, en fait, il y a eu beaucoup d'applications qui ont été développées récemment et comme tu le disais, André, ce n'est pas uniquement effectivement sur l'IA générative qu'on retrouve des usages, mais on l'a par exemple dans l'automatisation de processus. C'est là où on va rechercher l'efficacité, c'est là où on va rechercher la rentabilité. Alors l'automatisation de processus, par exemple les banques et assurances, à chaque fois qu'elles rentrent en relation avec un client, elles ont une obligation réglementaire, et ça fait écho à ce que disait Bertrand, qui est connaître son client, le KYC en anglais, qui est effectivement un moyen à la fois de savoir à qui on a affaire, et notamment dans le monde digital, c'est de plus en plus important d'identifier la personne, et surtout de savoir est-ce que cette personne elle est en mesure d'être une personne de confiance avec qui on peut échanger et engager des systèmes financiers. Et bien entendu, ça pose 2 questions, la reconnaissance de la personne, mais aussi les comportements. Et un autre exemple d'usage où l'intelligence artificielle a déjà montré depuis longtemps ses effets, c'est la lutte contre la fraude. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on traite au quotidien des milliards d'informations qui sont des échanges suivant tous les moyens de communication que l'on connaît. Et en fait, tous ces échanges aujourd'hui ont une traçabilité. Une traçabilité qui nous permet d'identifier ce qui est anormal, ce qui vous permet en tant qu'utilisateur ou client des banques de recevoir parfois des messages en disant « mais est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire une opération au Brésil alors qu'on sait que pertinemment vous avez l'habitude de travailler en France ? Est-ce que par exemple ce montant est anormal par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire ?» Et là derrière il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Et ça je veux dire que dans certains groupes ça fait depuis 7 ou 8 ans que ce genre de système existe et qu'ils se sont enrichis. Deuxième exemple, c'est toute la partie analyse de données et l'expérience client. On insiste beaucoup aujourd'hui sur la qualité d'une expérience individualisée. Mais pour ça, il faut analyser les données, analyser les comportements, comprendre à qui on a affaire. Et si je prends par exemple l'exemple de Generali, hein, dans le domaine de l'assurance, ils ont bâti tous leurs nouveaux produits d'assurance
sur des outils avancés d'analyse à la fois du comportement et des besoins des clients. Est-ce qu'on a besoin de protection d'un côté? Est-ce qu'on a besoin de risque de l'autre? Et c'est là où la régulation peut être intéressante aussi, c'est dire jusqu'où va-t-on dans la compréhension du comportement du client et qu'est-ce que l'on va enregistrer. Alors, grâce au RGPD, on a bien vu aujourd'hui que la notion de trace numérique a donné lieu à un cadre qui a été mis en place et on ne peut pas utiliser les traces numériques dans n'importe quel contexte, mais je laisserai mon collègue Bertrand donner plus d'exemples et donner la règle. Mais du point de vue du secteur privé, c'est des contraintes qu'on voit aussi comme un besoin d'explication, d'un besoin de rationalité. Dire pourquoi j'ai besoin de cette donnée, c'est que derrière, il y a un enjeu qui est de vous faire la meilleure proposition. Alors reste à savoir si on a l'accord préalable de l'utilisateur ou pas, mais la géopolitique de l'IA, ça va aussi nous amener à dire jusqu'où va-t-on dans la traçabilité, dans la mesure de l'information, et est-ce que l'utilisateur final, comme ça a été évoqué par Jean Catan tout à l'heure, est prêt à ce qu'on cherche cette information ou à ce qu'on l'exploite. Et dans le secteur privé, ça va être un point essentiel. Alors, sans vouloir être trop long, je dirais simplement qu'aujourd'hui, l'IA générative dans les banques, elle a bien sûr été une accélération, mais surtout, on n'a pas à rougir, ni en Europe, ni en France, de ce qui a été fait. Moi, je vois l'ensemble des groupes bancaires et financiers qui s'y sont lancés. Alors, parfois, en créant des équipes spécialisées. BNP a identifié 1000 cas d'usage. Le groupe Société Générale, je crois qu'on est à 300 cas d'usage aujourd'hui identifiés comme étant des cas concrets d'application de l'IA au quotidien. Et ça donne lieu effectivement à des équipes qui sont spécialisées. Et parmi les questions qui vont se poser, puisque c'était aussi le point que vous évoquiez, André, c'est la question, est-ce qu'on est prêt à ça? Et je pense que pour ouvrir ce débat, on va se poser la question à la fois des usages, des applications, mais aussi des compétences qui sont nécessaires pour les mettre en place. Et pour l'instant, et pour revenir à ce que disait Frédéric Marty tout à l'heure, on a deux approches. Il y a une approche qui est plutôt de se dire je m'appuie sur des investissements colossaux et sur une vision plutôt enfermée du modèle, ou je suis dans une approche ouverte. Et je pense que la plupart des groupes français ont eu justement une approche ouverte. On va parler d'open source, par exemple, en matière de code numérique utilisé pour l'IA. Mistral AI a aujourd'hui des partenariats dans le domaine des télécoms ou de la finance qui les accompagnent dans leur développement sur des modèles de plus petite taille, mais parfaitement maîtrisés, ce qu'on appelle des verticales, où effectivement, dans le secteur de la banque et de la finance, on a compris que des petits modèles étaient beaucoup plus efficaces que des modèles très lourds. Le modèle de ChatGPT, c'est un modèle qu'on appelle LLM, pour être un peu technique. Mistral AI, c'est un modèle de SLM, beaucoup plus petit, beaucoup plus efficace. Ça a des vertus d'un point de vue environnemental, ça a aussi des vertus d'un point de vue économique. C'est-à-dire que c'est plus efficace et surtout, ça nous permet d'avoir des investissements moindres initialement. C'est d'ailleurs ce qu'utilise DeepSeek, qui aujourd'hui s'appuie sur des modèles beaucoup plus efficaces, mais en utilisant la technologie sur un environnement plus fermé. Et pour conclure donc cette partie, moi ce que j'aimerais, c'est vous citer un chiffre, parce que ça donne quand même l'ordre de grandeur sur lequel on est en train de travailler. McKinsey, qui a été cité tout à l'heure par Bertrand, cite aussi les gains que l'adoption par les entreprises de l'IA générative pourrait apporter. Le chiffre de départ, c'est entre 2600 et 4400 milliards de dollars de gains d'un point de vue annuel. C'est absolument colossal. Si on prend le secteur financier, on considère que le secteur financier tirera 10 à 15% de cette efficacité ou de ces gains. Et ça passera par plusieurs choses. D'une part, par l'optimisation de nos moyens, et donc par la rentabilité de nos applications ou de nos systèmes, mais aussi par une transformation en profondeur des métiers et des compétences. Et bien sûr, étant à l'université, on ne peut couvrir le débat pour dire sommes-nous prêts à la fois à utiliser parfaitement ces systèmes? Avons-nous les compétences, que ce soit en France ou en Europe? Et est-ce que dans les entreprises, on est amené à avoir une évolution des métiers ou un remplacement des métiers? Ma conviction personnelle et celle des groupes financiers en France, ça a été plutôt une évolution avec la notion d'agent augmenté. Je suis un gérant, demain j'utilise l'IA comme la génération d'avant utilisait Excel ou Internet. Je vais avoir une optimisation de mon travail, une efficacité plus grande de mon travail. Pour autant, j'ai toujours besoin d'une expertise, à la fois pour valoriser ce qui a été développé et pour mettre au point les systèmes, mais aussi pour travailler sur une supervision de l'IA. Et ça va être un vrai sujet, qui est de dire comment ce rôle de superviseur de l'IA peut être joué par un être humain
Et là, c'est vraiment des oppositions modèles auxquelles on assiste aujourd'hui. En tout cas, nous, on est convaincus en France qu'à la fois, on a le potentiel pour être des acteurs de demain dans le monde de l'IA et que la banque et la finance, bien sûr, seront présents. À chaque fois, j'ai l'impression de répéter le mot fascinant. C'est toujours fascinant de vous entendre parler. Et notamment, je trouvais la question de l'emploi et du travail une question un peu absente à notre débat. Ce n'est plus le cas et on va en parler, je pense. Hier, nous avons eu au sein du journal pour lequel je travaille la présentation des outils d'intelligence artificielle à la fois pour le public, le lecteur, et pour les journalistes en back-end. Et je suis sorti de cette réunion convaincu que notre métier, comme tous les autres, j'imagine, seront bouleversés profondément dans les années à venir par l'intelligence artificielle, mais que sans la gestion humaine, ça n'amènera nulle part. En tout cas, ça va beaucoup impacter la façon dont on travaille. Après, si ça va remplacer l'être humain, j'ai de bons espoirs depuis un moment déjà, mais notamment depuis hier, dans le cas du journalisme, que ça ne sera pas le cas tout de suite.